Bienvenue à nos auditrices et auditeurs. Vous écoutez Gone with the Stream, un podcast dédié à l'analyse des nouveaux enjeux du cinéma et de l'audiovisuel. Pour ce 8e épisode, je suis en compagnie de Théophile Bailly, Bonjour. avec qui j'aurai le plaisir d'aborder notre troisième thème, être une actrice française. Et pour ce faire, nous sommes ravis de recevoir Madame Anna Zoulay. Bonjour. Vous êtes comédienne, réalisatrice, mais aussi scénariste. Vous avez notamment joué dans Adieu pays de Philippe Ramos en 2003, ou encore dans la série Le Bureau des légendes, dont la 5e saison s'est terminée en 2019. Vous avez plus récemment réalisé votre premier court-métrage, Deux ou trois choses de Marie Jacobson, en 2019. Vous êtes également membre du collectif 50-50, association française qui promeut l'égalité femmes-hommes dans le cinéma et l'audiovisuel, et dénonce encore en 2022 la sous-représentation des femmes dans ses films. Mais avant d'entrer dans les détails, pourriez-vous nous parler de votre parcours et de votre métier en tant qu'actrice et comédienne? Mon parcours est plutôt classique et pas classique, c'est-à-dire que j'ai commencé par faire des écoles de théâtre, rentrer dans une grande école nationale qui s'appelait à l'époque la Rue Blanche. Et puis assez vite, j'ai quitté la Rue Blanche en claquant la porte pour commencer à travailler, que ce soit avec des compagnies de théâtre ou assez vite, en fait, j'ai tourné, j'ai rencontré des réalisateurs et j'ai travaillé et pour le cinéma et pour la télé. Donc en fait, c'est un parcours de comédien assez classique, quoi. Merci. Nous avons brièvement évoqué le sujet dans l'introduction, puisque vous faites partie du collectif 50-50. Quel serait votre constat quant à la parité homme-femme dans le cinéma français et comment menez-vous ce combat au sein du collectif et au quotidien? Alors moi, je le mène pas au sein du collectif. En fait, je suis membre, je suis très attentive. C'est quelque chose en fait qui est important pour moi, hein. Enfin, c'est important d'y participer, même d'une façon plutôt en tant que comment dire, oui, que participante, mais pas, je suis pas active, je suis pas, j'ai pas de poste dans ce collectif-là. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est qu'en fait, des instances comme ça, des organisations comme ça, ne sont indispensables en fait pour que les choses avancent, parce qu'effectivement, elles avancent. Les choses avancent, les femmes prennent de plus en plus, enfin, c'est pas qu'elles prennent, c'est qu'on leur laisse la place d'équivalence de compétences à équivalence compétences, les femmes ont des postes. Donc c'est assez fondamental en fait pour que les choses avancent. Et elles avancent. C'est long, c'est trop long, c'est même incroyablement long, mais ça avance. D'accord. Et on pourrait évoquer le mouvement MeToo qui parle à beaucoup, qui a été popularisé en 2017 avec l'affaire Weinstein. Est-ce que ça a permis une réelle amélioration de la situation pour les actrices françaises? En réel, est-ce qu'il y a eu un vrai changement? MeToo est fondamental en fait dans ce qui se passe aujourd'hui. C'est au sujet de la violence, en tout cas de la parole qui s'est ouverte autour de cette violence. Maintenant, c'est tellement important que la réaction en face est aussi très importante. C'est-à-dire que la vague de, de résistance en fait à cette parole libérée est aussi très violente. Donc, ça change énormément et à la fois, il faut rester très, très attentif à une vague assez réactionnaire, en fait, qui supporte pas que cette parole se libère. Et en tout cas, la prise en compte, enfin, il y a une parole féminine, il y a une parole aussi masculine, hein, mais ça serait bien que la parole soit prise en compte par les deux ou qu'il y ait, enfin, d'une façon équivalente, parce que les femmes parlent beaucoup, pas qu'en tant que victime, mais en tant que penseuse, comme qu'activiste, enfin, sur la mise en lumière de tous ces problèmes-là. Mais ça reste encore très sourd, je trouve, au niveau des hommes, tout simplement.
Et c'est pas pour mettre, parce qu'il y a des mouvements en fait où les hommes sont très actifs hein, aussi. Mais c'est vrai que là, il y a une réflexion à démarrer, en tout cas, je pense, au niveau, parce que je pense qu'au niveau de la jeunesse, ça bouge beaucoup. J'ai l'impression que votre génération ou la génération même un peu en dessous, mais enfin, je pense que vous vous sentez très, enfin, les choses, je pense, ont bougé pour vous. C'est quelque chose, je pense, qui est assez fondamental dans votre construction euh, oui, humaine, tout simplement. Enfin, je pense que vous vous construisez avec ça et que ça doit devenir une normalité. Et ça le devient. Par contre, c'est vrai qu'en face, il y a aussi, en tout cas, des gens de notre génération qui résistent. Et puis des masculinistes de base qui considèrent leur virilité comme quelque chose, un territoire à absolument protéger. Et là, il y a un problème de réflexion. Donc en fait, et je pense que les choses bougent beaucoup dans certains pays. C'est vrai qu'en France, au niveau du cinéma, il y a encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup, beaucoup. Même si les gens font plus attention, en fait, hein, sur les tournages, je pense que ça change, mais c'est souvent accompagné de réflexions un peu narquoises. Est-ce que je peux te dire ça? Enfin, je peux toujours te dire ça. Enfin, je peux toujours te dire que t'es belle ou je peux c'est très fatigant, quoi, parce qu'en fait, c'est pas le sujet. Merci, en tout cas, c'est très intéressant. Bon, en tout cas, il y a une petite lueur d'espoir dans ce que vous dites. Oui, moi je pense qu'il faut rester, en fait, il faut rester plein d'espoir, enfin plein d'espoir, mais absolument vigilant parce que malgré tout, les violences ne s'arrêtent pas, les réactions du genre j'ai pas eu le poste parce que c'était le quota féminin, c'est une femme qui l'a eu parce qu'elle était femme, on l'entend aussi, et ça, j'avoue que je ne comprends pas. C'est pas une normalité qu'en fait, en fait, la position de je n'ai pas eu un emploi parce qu'on devait le donner à une femme, alors que l'emploi a toujours été en fait très peu partagé, en fait, ou en tout cas peu. Tant qu'il y aura cette réflexion-là, il y aura un problème. En tout cas, c'est sûr que c'est un combat qui doit être mené par les femmes et également par les hommes Ah, les hommes, si on veut oui. un réel changement. C'est assez évident. Oui, Et pour bon, notre santé mentale, hein. c'est sûr. Ouais. En tant qu'actrice, scénariste et réalisatrice aussi d'un court-métrage, est-ce que vous essayez de travailler à une représentation plus égalitaire des femmes et des hommes, par exemple, dans vos films ou au sein de votre métier? Et si oui, comment? Alors, c'est pas un but en soi. Je me dis pas, je vais écrire sur ce sujet-là. Par contre, où je veux interpréter. Par contre, ce qui est essentiel, effectivement, c'est que quel que soit le personnage ou que ce qui soit interprété ou écrit, ce sont, en tout cas concernant les rôles de femmes, ce sont de vraies héroïnes, que ce soit des subalternes ou des femmes puissantes. Enfin, il y a quelque chose, effectivement, de l'ordre de, oui, de l'héroïsme. Mon milieu, certainement dû à ma curiosité. En fait, c'est vrai que toute humanité a raison d'être héroïque. D'accord. Et par exemple, est-ce que ça a pu vous arriver de refuser un rôle ou un projet parce que éthiquement parlant, ça vous correspondait pas ou il y avait peut-être quelque chose de Ah bah désagréable? oui, parce qu'en général, d'une façon générale, je refuse ces rôles fades, caricaturaux de femmes au foyer. C'est pas femme au foyer, c'est femme qui n'est là que pour mettre en lumière la beauté ou les difficultés d'un homme. C'est vrai que si c'est pas complexe, ça ne m'intéresse pas. Si c'est juste pour servir le thé, ça m'intéresse. À la fois, ça peut être intéressant parce qu'il y a des grands films. Je pense c'est une complexité extraordinaire quand on pense à Chantal Akerman, de cette femme, Jeanne Dillman, je ne sais pas si vous avez vu ce film, qui est extraordinaire. Enfin, c'est un rôle du quotidien d'une femme et qui est sublimement et interprété et écrit, en fait, et qui montre toute la complexité et de la féminité et de la
pression sociale aussi, en fait, et des carcans dans lesquels la femme peut se retrouver. Ça peut être des toutes petites choses, mais c'est vrai que quand c'est pas développé, quand c'est pas le sujet même, en fait, c'est pas intéressant. Et il m'est arrivé de refuser un rôle qui n'avait aucun intérêt, même pour demander un rôle masculin. Et il m'est arrivé d'avoir des rôles qu'on transformait en rôle féminin. Parce que le rôle masculin était beaucoup plus intéressant. Enfin, et la réaction, c'est bah oui, mais c'est un homme. Je suis bah tu te débrouilles, ça devient une femme. Et c'est devenu de temps en temps une femme. Ouais, bah, c'est Et très ça avait intéressant, ça avait toute sa raison d'être. évidemment. Donc oui, je suis attentive. J'ai envie d'être intéressée quand même par mon métier. Et la complexité humaine, que ce soit dans la toute petite puissance ou la grande, et ben, ou dans l'absence de puissance, c'est intéressant que si c'est complexe. Pas que si c'est un faire-valoir ou caricatural sur une image pseudo-basique de femme. D'accord. Bah, c'est très clair en tout cas. On va revenir sur un autre sujet maintenant qu'on aimerait aborder. Donc, on aimerait aborder le sujet de l'arrivée récente des plateformes de streaming Mhm. qui ont pas mal bouleversé le monde du cinéma et de l'audiovisuel. Est-ce que, selon vous, ces dernières ont changé quelque chose dans votre métier d'actrice et si oui, quoi? Ben, en tant que comédienne, c'est vrai que c'est des plateformes qui produisent énormément. Qui proposent énormément, qui vont chercher, enfin, les plateformes vont chercher des auteurs, poussent une écriture. Enfin, il y a une créativité grâce aux plateformes, au niveau des séries en particulier, qui sont phénoménales. Donc, en fait, j'ai pu trouver, et je trouve encore, en fait, des possibilités de personnages assez incroyables. Et donc, les plateformes offrent une proposition d'emploi immense, en fait, que ce soit pour les artistes, que ce soit pour les auteurs, que ce soit pour les techniciens. Enfin, il y a une manne comme ça qui est assez grande. Après, au niveau du cinéma, et en plus qui a explosé avec les différents confinements et cette pandémie mondiale, c'est vrai que ça a fragilisé énormément, enfin, ça a accéléré en tout cas cette pente qui était très dangereuse pour le cinéma, c'est-à-dire la non-fréquentation, en tout cas le manque de fréquentation dans les salles de cinéma. Ce qui fragilise effectivement l'économie des cinémas d'auteur. Et puis, face à une politique, en tout cas, et qui n'est pas active pour protéger le cinéma d'auteur, c'est dangereux. Parce il y a enfin, il y a une stratégie au niveau de la chronologie des médias qui fait que le cinéma est en danger. Et le cinéma d'auteur en particulier. Eh bien, vous avez fait directement le lien avec la question qu'on souhaitait poser après, donc c'est parfait. Il semble que le cinéma français est à un tournant de son histoire vis-à-vis de plusieurs enjeux, à la fois la fréquentation des salles, le vieillissement des populations en salle, les plateformes de streaming, la concurrence internationale et également les débats autour de la chronologie des médias qui sont directement liés aux plateformes de streaming. Mm. Vous, en tant que personne évoluant dans ce paysage du cinéma français, comment voyez-vous le cinéma français dans 10 ans, par exemple? Est-ce que vous êtes plutôt de bon augure? Bah, en ce moment, c'est inquiétant. En ce moment, c'est inquiétant, mais il y a eu les États généraux du cinéma qui se sont tenus le mois dernier. Il y a il y a une mobilisation quand même qui est forte parce que le cinéma est en danger. Donc, le cinéma d'auteur, hein, j'entends, parce que et ces états généraux ont lieu pour éveiller en fait les instances politiques et pour qu'elles se. Et ce qui était très étonnant, c'est qu'il n'y avait pas le CNC présent, qu'il n'y avait pas le ministère de la Culture, ce qui révèle en fait d'une façon assez inquiétante en fait leur non-mobilisation, non-réflexion à ce niveau-là. Donc c'est inquiétant, mais il n'y a pas de passivité face à ça. Que ce soit les distributeurs ou les producteurs ou les auteurs. Enfin, et il y a une mobilisation assez grande. Après, je pense qu'il va falloir être plus offensif.
parce que le danger de ne voir que des blockbusters, même français, hein, enfin, que des grosses productions qui, soi-disant, sont attendues par un public qui n'aime que ça, c'est faux. Donc, si on ne donne des récompenses qu'aux tout-puissants qui font des millions d'entrées, on pense que c'est parce qu'ils le méritent. Et c'est une vision du monde d'une façon générale, que ce soit au niveau économie ou au niveau culturel. L'art du mérite, on sait bien que c'est pas forcément au meilleur que ça revient. Donc, oui, pour une diversité et de langage et de ton et de vision. Il faut une politique puissante. Mais la résistance est grande en face. Je suis optimiste là-dessus, mais très en fait vigilante par rapport à la résistance politique qu'il y a de cette espèce de dénigrement phénoménal et fondamental sur ce qu'est la culture et sur ce que doit être la diversité de la culture. Merci. Et vous pensez que cette baisse de fréquentation des salles, elle est causée par des facteurs extérieurs ou par aussi peut-être la qualité des films, le prix des places, d'autres Non, je facteurs? pense que alors le Covid, au début, en fait, après le premier confinement, enfin quand les salles se sont rouvertes, même avec des, euh, des jauges limitées, ça a repris. Après, c'est la mise en place du pass sanitaire qui a fait que vraiment définitivement les gens se sont dit bon allez, on abandonne et finalement on se laisse aller au petit écran de l'ordinateur et effectivement à la proposition énorme, mais auquel on passe beaucoup plus de temps à choisir entre un bon film et un gros caca. Enfin, c'est sûr qu'on perd beaucoup de temps à ça, et c'est facile. C'est vrai que c'est facile, et c'est génial aussi d'avoir autant de, de possibilités de visionnage, etc. C'est vraiment, c'est formidable. Après, l'expérience du cinéma et l'expérience du collectif dans une salle, c'est aussi très à l'image d'une société vivante. Donc ça, il va falloir effectivement, mais les salles sont très actives, je trouve, hein, mais encore faut-il ouais, ramener la jeunesse qui est là. Hier, j'étais dans une salle complètement pleine là, pour c'est Conversation au Caire, je crois, un très beau film. Enfin, et il y avait, alors ça mangeait beaucoup de popcorn, mais c'était une expérience collective. Et c'était plein. Et c'est un cinéma qui est pas forcément de super-héros en pyjama doré. Très bien. Alors, pour finir cette interview, nous allons passer à deux questions un peu plus légères. On a coutume de finir nos interviews avec avec une question d'un abonné. Donc, celle-ci est, est-ce que vous pourriez nous parler d'une actrice qui vous inspire ou qui vous a inspiré étant jeune? Ah, moi, j'aime. Bon, il y en a plein, hein. Mais c'est vrai que là, comme ça, je pense à Romy Schneider, qui est une femme très libre, d'abord une grande comédienne, une grande actrice puissante et bouleversante, mais une femme d'une grande liberté. Ouais. Merci. On l'a évoqué un peu tout à l'heure. Là, comme on parlait des cinémas, est-ce que vous avez des conseils de films à aller voir au cinéma actuellement pour nos abonnés? Ou plus généralement aussi, quels sont les films que vous recommandez, vos chefs-d'œuvre personnels, par exemple, que vous voulez Bon, les recommander à chefs-d'œuvre, notre il y en communauté? a plein. Les chefs-d'œuvre, il y en a plein parce que ça part de Truffaut, de Mizoguchi, de Bergman, de Fellini. Enfin, il y a plein de choses à voir et il y a plein de choses à découvrir. Et aujourd'hui, je trouve que le cinéma, là, pour parler du cinéma français, j'ai trouvé que le film de Miranda Love était sublime. C'est un beau matin avec Léa Seydoux, qui est un film très très beau. L'Innocent de Lou Garrel est un film très réussi. Là, j'attends le film de Valéria Bruni Tedeschi. Enfin, il y a des films dits d'auteurs qui ont du succès parce que L'Innocent a énormément de succès. Ou même le film de Winocourt, d'Alice Winocourt, Revoir Paris.
que j'ai trouvé incroyable. Et là, oui, effectivement, Confidential au Caire, pas, mince, Conspiration au Caire, c'est très très bien. Puis en plus, il y a puis il faut revoir à la Filmothèque à Paris. Il y a plein de films anciens qui sont super beaux, hein. En salle particulièrement. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette petite interview. Merci infiniment à Anna Zolé pour ce temps d'échange passé avec nous. Nous remercions également nos auditeurs et nous leur donnons rendez-vous pour le prochain épisode. N'hésitez pas également à nous suivre sur nos réseaux Instagram et LinkedIn. À très bientôt.